La colère des agriculteurs, ils sont mobilisés ce matin devant l'Assemblée nationale à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, alors que la loi Duplon est examinée ce matin, une loi censée lever certaines contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. On va tout de suite aller retrouver Clémence Renard sur place. Ils protestent contre le risque d'un détricotage de cette loi. C'est ça, Clémence ? Oui, ils sont venus mettre la pression à les agriculteurs devant l'Assemblée nationale ce matin. Ils sont plus d'une centaine à être arrivés. Nous, on a suivi le cortège de la Marne. Donc, on a fait plus de 200 km, Laurent, avec vous ce matin. Vous êtes parti très tôt, départ 4h30 à Vitry-le-François. Pourquoi c'était important pour vous d'être sur place, d'être devant l'Assemblée là aujourd'hui ? C'est important parce qu'on nous avait promis tout un tas de réglementations qui devaient s'assouplir, la simplification au sein de nos exploitations. Et on sent bien que c'est en train de tourner un peu en notre défaveur. Donc là, l'idée, c'est de montrer qu'on a besoin de cet appui, on a besoin de valider tout ce qui nous avait été promis courant 2024. Donc c'est de montrer à nos députés qu'il ne faut pas qu'ils lâchent aujourd'hui, parce que les agriculteurs attendent beaucoup de choses, attendent de la simplification, finalement pour libérer nos énergies et avoir la capacité encore de produire sur nos exploitations. Est-ce qu'il y a une crainte liée à ces 3500 amendements ? La crainte, c'est qu'on ait finalement beaucoup d'amendements qui soient plutôt à l'envers de l'idée de la loi, qui était une loi de simplification, et qu'on ait plutôt des amendements qui soient pour pénaliser l'agriculture. Et notre agriculture a déjà beaucoup régressé depuis 10 à 15 ans. On a perdu beaucoup d'éleveurs, on produit de moins en moins. Et si on rapporte des contraintes supplémentaires, on va encore sacrifier un bout de notre agriculture. Donc nous, on dit stop, simplifions, libérons les énergies, donnons la capacité aux agriculteurs de produire sur leur exploitation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, vous l'avez entendu, les agriculteurs qui souhaitent donc faire entendre leur voix. Ils sont, je vous le disais, plus d'une centaine et ils viennent d'un peu partout et ils sont donc déterminés à se faire entendre et à interpeller les députés ce matin. Merci Clémence, avec Nicolas Droussy en plateau pour en parler. Christian Converse, vous êtes agriculteur producteur de lait en Haute-Savoie et vice-président de la coordination rurale. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Olivier Andreau, vous êtes chargé de mission agriculture, alimentation à l'UFC Que Choisir. Bienvenue à vous également. Et Bruno Fuchs nous a rejoint, député Les Démocrates du Haut-Rhin. Bonjour à vous. Je voulais vous entendre évidemment dans un instant, mais juste avant, pour les téléspectateurs qui nous regardent, la loi Duplon, c'est quoi ? Fanny Wegscheider fait le point pour nous ce matin. Que contient donc cette loi que les agriculteurs sont venus défendre ? Oui, une loi qui a été, on le rappelle, adoptée au Sénat en première lecture en fin janvier 2025. Cette proposition de loi, elle contient un certain nombre de mesures pour aider les agriculteurs dans leurs pratiques. Par exemple, celle-ci, très décriée, celle de réintroduire l'acétamipride. C'est un pesticide, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes qui a été interdit en 2018. Il est plébiscité par les producteurs, par exemple, de betteraves ou encore de noisettes, mais décrié par les apiculteurs parce qu'il est nocif pour les insectes pollinisateurs. Donc, il serait question de le réintroduire à titre dérogatoire pendant 3 ans. Autre mesure également qui est comprise dans cette proposition de loi et toujours concernant les pesticides, le ministère de l'Agriculture pourrait contourner l'avis de l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui donne ou pas l'autorisation de mise sur le marché de certains pesticides. Et bien là, le gouvernement pourrait décider pour certains pesticides de les autoriser sur certains champs. Autre disposition également prévue dans ce texte, celle d'autoriser l'agrandissement de certains bâtiments d'élevage. Aujourd'hui, c'est soumis à une autorisation, à une réglementation environnementale. Il s'agirait d'assouplir ces normes. Le gouvernement pourrait le faire par ordonnance. Également prévue parmi les principales mesures, celle de faciliter le stockage de l'eau en réintroduisant une mesure qui avait pourtant été retoquée en commission et qui permettrait donc pour certains projets jugés d'intérêt majeur de pouvoir stocker de l'eau en trouvant un équilibre entre enjeux environnementaux et les intérêts des agriculteurs. On peut également noter cette autre disposition prévue, cet autre article, celui qui permettrait d'apaiser les relations entre l'Office français de la biodiversité et les agriculteurs qui, s'ils dérogent aux lois environnementales, pourraient être poursuivis par des procédures administratives et non plus judiciaires qui faciliterait donc ces relations avec l'OFB.
Et il y a eu, on le disait, beaucoup d'amendements, 3500 amendements qui ont été déposés, notamment par LFI et les écolos. En effet, la majorité donc, des députés qui ont déposé ces amendements jeudi, ce sont donc les députés écologistes, 1500 sur les 3500, vous le disiez, et 800 pour la France insoumise. Alors pour parer ce mur d'amendements, les défenseurs du texte de cette proposition de loi du plomb envisagent de mettre en place une motion de rejet de leur propre texte pour en quelque sorte sauter la case Assemblée nationale et directement faire adopter le texte en commission mixte paritaire. Merci beaucoup Fanny. Christian Convert, expliquez-nous pourquoi vous tenez tant à cette loi du plomb. Bon, on a eu la loi d'orientation agricole. Ça, c'était juste avant le début du salon de l'agriculture. Oui, c'était avant, donc avec une partie du texte qui a été censurée par l'Assemblée, donc on se trouve avec une loi avec pas grand-chose dedans. Donc ça, c'est quand même la continuité où il y a un certain nombre de choses qui sont concrètes. Alors, tout n'est pas parfait, mais on va dire que l'architecture complète de cette loi-là, sur les sujets qui viennent d'être évoqués, nous, on la soutient parce que les agriculteurs en ont besoin. Hein, voilà. Donc, après, pourquoi ils en ont besoin, alors? Mais ils en ont besoin dans ce qui vient d'être expliqué. Hein. S'il y a une réintroduction de certaines molécules, c'est parce que c'est vraiment utile à la production. Et qu'on ne comprend pas ces déséquilibres qu'il y a par rapport aux législations françaises et européennes. La surtransposition nous a amené à ça. Les choses de simplification administrative qui sont contenues dedans, les agriculteurs les attendent. Tout est bon. Pour nous, tout est pas parfait, mais disons que ce qui est en train de se passer est plus qu'écœurant. Hein. Parce que là, quand j'entends 3500 amendements, il faut avoir de l'imagination quand même. Hein, parce que nous, on a réussi à en produire 18 sur une amélioration substantielle du texte. Oui, vous dénoncez une volonté d'obstruction de la part de la gauche. Mais sauf que se posent quand même des questions environnementales, sanitaires évidentes. Oui, mais qu'elles soient débattues, c'est normal, mais on ne débat pas avec 3500 amendements. Là, c'est du blocage systématique. Je ne pense pas que l'Assemblée soit faite pour ça. Nous, on est écœurés de voir ce qui se passe. On veut que cette loi aboutisse. Qu'elle soit débattue, mais là, c'est pas possible de débattre avec 3500 amendements. Ça sera quand pour l'année prochaine hein, il faut admettre à un moment en démocratie qu'il y a une Assemblée qui prenne des dispositions. Ça en arrivera une autre après d'Assemblée. Elle modifiera ce qu'elle a à modifier. Mais si on est chaque fois dans l'obstruction, alors qu'il y a une année, quand même, tous les députés comprenaient notre problème et étaient derrière nous, je vais vous dire que ce coup-là, on va quand même regarder ceux qui bloquent. Hein. Parce et qui bloque alors? LFI et Europe Écologie Les Verts. C'est ce que j'entends là, dans ce que vous expliquez. Mais on verra bien au moment des votes ce qui va se passer. Mais si les agriculteurs n'obtiennent ce texte, s'il est rejeté complet, qu'il n'arrive jamais à l'adoption, je pense que l'été sera chaud, comme on dit. Hein. Parce que tous ces problèmes-là, c'est des problèmes qui doivent bien sûr être débattus. C'est pas l'idéologie totale qui doit l'emporter, mais le pragmatisme. À la fin, on en a marre. Vous comprenez que les agriculteurs en ont marre. Pas possible de rester dans une situation où rien ne bouge. Olivier Andro, vous comprenez cette colère? Oui, et en partie seulement, mais j'aurais rappelé un chiffre tout récent, un sondage BVA qui a été réalisé auprès des agriculteurs et qui montre que lorsqu'on leur pose la question, est-ce que la transition écologique, c'est-à-dire produire de manière plus respectueuse pour l'environnement, pour la santé humaine, etc. Est-ce que c'est une erreur? Il y a seulement 15% des agriculteurs en France qui disent oui, c'est une erreur. Donc ça veut dire qu'il y a 85% qui sont conscients qu'on ne peut plus continuer à produire comme ça. C'est-à-dire une agriculture qui a pris une dimension industrielle et qui utilise des doses massives de pesticides. Sauf et que disent, le problème, c'est que pour l'instant, certes, oui, dans l'idée, il faudrait produire de façon plus écologique, mais il n'y a pas d'alternative sur la table pour l'instant. Donc comment on fait? Alors, attendez, il n'y a pas d'alternative. L'ANSES a été saisie depuis plusieurs années pour trouver des alternatives aux néonicotinoïdes. Elle dit qu'il y a des possibilités de le faire. Oui. En ce qui concerne l'acétamipride, j'aurais quand même rappelé les problématiques sanitaire. C'est-à-dire, il suffit de 10 microgrammes par abeille pour tuer la moitié d'une colonie en 2 jours. L'ANSES nous dit clairement forte toxicité pour les organismes aquatiques et terrestres, avec une forte persistance. En ce qui concerne la santé humaine, Génération Future, avec lesquelles et avec 24 autres structures, nous avons co-signé une lettre ouverte, indique qu'il y a une action toxique sur les cellules neuronales humaines, présence au niveau des enfants qui sont contaminés, des risques de cancer du foie, de thyroïde, de perturbations endocriniennes. Qu'est-ce qu'il faut donc pour ça vous fait pas peur ça quand vous entendez ça? Alors pour le coup des 85% j'en fais partie, des 85% qui veulent une agriculture toujours plus vertueuse avec les pratiques en question. Mais ce que vous avancez là sur la molécule en question, c'est loin d'être partagé. Hein. Moi, mon coprésident départemental, c'est un producteur de miel et il n'est pas du tout d'accord avec ça. Hein. Il dit moi ça me pose aucun problème. Voilà.
et l'ANSES, enfin, est-ce qu'on se remet... Vous êtes européen? Moi, je pense qu'on nous demande sans arrêt d'être européen. Pour le coup, je le suis. Hein. C'est l'EFSA, qui est l'autorité de tutelle européenne. Qu'on ait des autorités françaises qui donnent des avis, je veux bien. Elles sont dans leur rôle. Mais par contre, pour moi, ce qui décide, c'est l'autorité européenne, c'est l'EFSA. L'EFSA autorise ça dans tous les autres pays. Dans ce cas-là, c'est pas avec nous qu'il faut se battre, c'est avec l'EFSA. Camille Lecoët. C'est ça qu'on va vous dire. Moi aussi, je suis en faveur d'une agriculture plus verte, plus responsable. Dans le texte, il y a un point notamment qui favorise l'installation et l'agrandissement de mégastructures qui sont déjà très grandes. Aujourd'hui, quand on passe à un certain seuil, aujourd'hui, quand on a 40 000 volailles, par exemple, il faut être soumis à une autorité de contrôle qui va regarder si on ne dédommage pas les sols, les cours d'eau, etc. Demain, si la loi est adoptée, ça passera à 80 000. Les seuils vont se déplacer. Ports, on passera de 2 000 à 3 000 ports avant d'être contrôlés. Non. C'est pas d'être contrôlé. Les contrôles, ils existent, quel que soit le nombre d'animaux qu'on a. C'est des trucs administratifs qui sont pas au même strat, mais par contre, les contrôles, vous avez 10 vaches. Ou 300, vous avez les mêmes contrôles sur le bien-être animal. Un régime spécial pour ces constructions. Pour les agrandissements, pour les constructions, c'est normal, ça dépend. C'est le sens de l'histoire d'aller dans des structures qui sont toujours plus grandes, qui sont non, c'est pas le sens de ce qu'on défend. 85 000 volailles, même emplacement de volailles, c'est le sens. C'est pas dans le sens de ce qu'on défend au quotidien, puisqu'on n'est pas pour une agriculture industrialisée et financiarisée. Là, ça va aider les plus grosses structures, ça va aider les plus riches. Je pense pas non plus que ça soit de dire que ça va tout aller dans le sens-là. Il faut permettre qu'il y a des regroupements d'exploitation. Il y a plusieurs agriculteurs qui décident de travailler ensemble. C'est normal que ça crée des structures un peu plus grosses. Mais elles sont toujours sous contrôle administratif. Hein. Que vous soyez à 120, à 150 ou à 200, il y a toujours un contrôle administratif, sauf que la procédure est moins lourde. Bruno Fuchs, est-ce que vous voterez la loi du plomb ? En l'état, on n'en sait rien. Il faut voir comment elle va être discutée et si on peut aménager un certain nombre de dispositifs. Quels sont les points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord Juste ce point-là, on importe 40% de volailles en France. Donc si on ne les produit pas en France, on les importe ailleurs. Et en général, elles sont moins bien produites d'avoir trop peu, d'avoir de moins en moins d'exploitation, de moins en moins d'agriculteurs et de vouloir des structures qui soient de plus en plus grosses. L'idée, c'est qu'on importe de plus en plus. Donc comment on revient à une souveraineté agricole française? Sinon, on importe. Vous êtes pour la réintroduction de ce pesticide? Moi, je suis contre la réintroduction, sauf qu'il faut... Vous êtes contre la réintroduction de ce pesticide? Sur le principe, il faut travailler et sur une amélioration de la production pour être plus vertueux. Et la France, je pense, veut être très très vertueuse au point d'avoir introduit l'interdiction des néonicotinoïdes. Mais il faut être réaliste. Si on ne fait pas ce moratoire aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on détruit l'industrie française. Donc vous êtes pour la réintroduction? De façon extrêmement ponctuelle, avec la possibilité, ce qui n'a pas été fait en 2016 et 2018, de trouver des substituts, d'investir dans ces substituts. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, moi je suis en Alsace, vous avez des producteurs de betteraves en Alsace. En 2022, on importait 20 000 tonnes de sucre. 2 ans après, c'est 700 000 tonnes de sucre ukrainien Si on ne produit pas ici, on importe des fraises, on importe des noisettes, on importe des betteraves d'autres pays qui, eux, utilisent justement ces néonicotinoïdes. Donc, on détruit l'agriculture française, et 2, on mange beaucoup moins bien, puisqu'on est obligé d'importer des produits qui sont de l'extérieur, produits avec des contraintes qui ne sont pas les nôtres. Donc on a tout faux. Donc il faut se laisser on ne faut pas aller trop vite. Alors, si on va trop vite, je me répète, si on va trop vite, on détruit l'industrie agricole française et on mange moins bien puisqu'on importe de l'extérieur d'autres pays qui ne produisent pas. Donc vous dites qu'il faut pour l'instant pendant réintroduire 2-3 ans pesticide. De façon à ce qu'on puisse s'armer, que l'agriculture française puisse s'armer, puisse se développer. Ça fait des années qu'on on les a pas trouvés. C'est pas récent, ça n'arrive pas en prochaine surprise. Ça fait des années qu'on laisse des délais. Juste sur ce point-là, ça a été voté en 2016. La mesure 2016 ou en 2025 voté. Oui, elle a été pour être introduite en 2019. Mais entre 2016 et 2019, il y a eu 0 recherche, pas de budget de recherche. Donc les socialistes à l'époque ont voté cette mesure, mais n'ont pas voté de budget de recherche. Si vous ne faites pas de recherche, vous n'avez pas de substitut, et donc vous laissez toutes les armes aux pays étrangers. L'échelle, c'est l'Europe. C'est ça la bonne échelle, c'est pas la France. Donc on réintroduit ce produit nocif. C'est ça la discussion nocif à l'Assemblée pour notre alimentation, pour la santé des agriculteurs. C'est très très ponctuellement, dans des conditions très très strictes.
de façon à donner les mêmes armes à l'industrie française. Sinon, vous allez... Sinon, on est perdant par rapport aux autres et on va devoir importer. Sur l'industrie, et vous allez manger, et donc le consommateur français va manger des fraises, du sucre, qui va être produit dans des conditions... Bien sûr. Mais est-ce que c'est pas le risque? Ouais. S'agissant tout d'abord, je dirais de la problématique des pollinisateurs. Dans notre lettre ouverte qui a été co-signée par, je rappelle, 26 ONG, structures agricoles, et aussi des associations qui représentent les apiculteurs, il y a une véritable unanimité pour refuser la réintroduction de l'acétamipride. Deuxième chose, en ce qui concerne l'arrivée des volailles, par exemple, étrangères au niveau des consommateurs français, la véritable raison, c'est tout simplement parce que les consommateurs n'ont pas l'information de la présence des volailles étrangères dans les produits transformés. C'est parce que l'industrie agroalimentaire va chercher ces volailles moins chères hors de France qu'il y a ces importations. Donc la véritable mesure, c'est pas ce qui vient d'être dit, c'est pas la loi du plomb. La véritable mesure, c'est de donner l'information sur l'étiquetage pour permettre aux consommateurs de choisir, comme ils le désirent eux-mêmes depuis longtemps, des produits qui permettent une véritable souveraineté alimentaire en France. On ne produit non, mais c'est pas suffisant. Je suis désolé. Il faut aller au bout de votre raisonnement. La France, pendant des années, était largement autosuffisante dans tous les élevages, était en capacité d'exporter. C'est parce que l'industrie agroalimentaire française, qui pratique une véritable opacité sur ses sources d'approvisionnement, va chercher ailleurs, que malheureusement, l'élevage français est en train de diminuer en termes de volume. Ça, c'est pas tout faux. Ça, c'est pas tout faux, ce que vous dites là. Mais par contre, dans ce cas-là, vous allez au bout de votre raisonnement. Mais dans ce cas-là, si vous estimez que ces produits sont dangereux, il faut militer pour qu'ils soient interdits. Nous n'avons pas dit que la volaille... il faut aller au bout. Nous n'avons jamais dit que la volaille pratiquée produite à bas coût, par exemple au Brésil ou en Thaïlande, est dangereuse. Ce que nous disons, c'est qu'elle est produite dans des conditions environnementales, des conditions humaines qui ne sont pas acceptables. Et surtout, il n'y a pas la transparence. Il n'y a pas la transparence en ce qui concerne l'origine de ces informations. Si les pouvoirs publics français veulent nous donner la possibilité à nous, consommateurs, de choisir nos produits, donnez-nous cette information que nous réclamons depuis plusieurs années. Mais si vous estimez qu'il y a dangerosité avec ces produits qui sont traités avec j'ai toujours du mal à prononcer, avec cette molécule, dans ce cas-là, il faut dire n'achetez pas ça. Mais là où nous pouvons nous rejoindre, nous demandons l'application de clauses miroirs. Où sont-elles? Ça, on est d'accord. Ça fait des années que aussi bien les pouvoirs, les représentants agricoles que les représentants des consommateurs et de l'environnement demandent l'application de véritables clauses miroirs au niveau de l'importation. C'est indispensable et je pense que vous serez d'accord avec nous. Là-dessus, les clauses miroirs, bien sûr. Vous avez raison sur ce point. Je pense qu'à l'échelle européenne, il faut faire ça, à l'échelle française aussi, mais il y a le problème de volume. On importe 50% de nos produits, nos légumes et nos fruits et légumes. Donc il y a un problème de volume. Il faut recréer du volume, d'où l'importance d'avoir des fermes plus larges, pas partout sur le territoire, mais que certains puissent produire plus. Parce que quand vous avez le choix entre un poulet à 11 € et un poulet à 6 €, vous prenez le poulet à 6 € pour la plupart du temps. Donc il y a du volume. Il y a aussi la question du volume qui ne permet pas d'avoir la souveraineté. Attendez, les sols, les cours d'eau, etc. Moi, je vais vous dire, il y a un truc que certains agriculteurs ne sont pas des feignants. Donc, s'ils n'arrivent plus à produire, c'est parce que les conditions économiques ne les permettent plus de produire. Voilà. Donc, à un moment, il faut appeler les choses un chat un chat. Donc, pour qu'on arrive à produire de manière économiquement viable, il y a des conditions. On n'est pas magicien. Et il faut une application véritable des lois Egalim qui n'ont jamais été appliquées sur le terrain. Pour le revenu, pour un meilleur revenu des agriculteurs. Merci beaucoup. Vous rejoignez la manifestation dans un instant, c'est ça? Pas aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'est pas dans la même position que d'habitude. Là, on a un gouvernement qui est d'accord avec nous sur ce qu'on demande. Donc, aller embêter faire des bouchons et tout. Là, on se tourne plutôt vers nos parlementaires, surtout ceux qui ne sont pas d'accord, pour arriver à leur expliquer, à les convaincre. Mais on vous laisse discuter alors en coulisses avec Bruno Fuchs. Nous, on veut débattre, mais vous voyez bien, et vous l'avez dit, il y a 3500 amendements, des centaines d'articles additionnels. J'espère quand même que l'ancien ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, notre avis. Il le partage, il vous a écrit d'ailleurs. Marc Fesneau qui a été pointé du doigt parce que il mettrait des bâtons dans les roues, lui, ancien ministre de l'Agriculture, dans cette loi du plomb. Non, du tout. Il vous a écrit pour dire qu'il vous soutenait très précisément sur un certain nombre de mesures. Ça me fait plaisir. Voilà. Très bien. On va terminer sur cette note positive. Oui, il faut toujours.